Avec, autour de la table, Antonin André, Louis Osalter. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à Jérôme Fourquet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on dise également bonsoir à Richard Caminade. Bonsoir, mon général. Vous êtes en ligne avec nous, en direct sur Europe 1. Quelques mots juste sur le maintien de l'ordre aujourd'hui. Vous avez entendu le bilan à date. 175 000 participants dans toute la France, 812 actions, 473 interpellations, 203 à Paris. En ce moment, une cellule de crise est présidée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, place Beauvau. Cela dit, William Molinier nous le disait, la journée s'est quand même plutôt, entre guillemets, bien passée malgré 13 policiers et gendarmes qui ont été blessés. Comment est-ce que vous appréciez cette journée, général ? Bien, je crois que bonsoir à tous tout d'abord. Je crois qu'on peut aller dans le sens de cette première analyse. Globalement, le dispositif qui a été mis en place, le dispositif des forces de l'ordre déployées sur le terrain, a permis de contenir globalement les actions de l'adversaire, du moins de les détecter au plus tôt, et puis d'intervenir avec des moyens appropriés, selon les principes de proportionnalité, de gradation et d'absolue nécessité dans l'emploi de la force, ce qui a permis de rétablir très rapidement, par exemple, les voies de communication qui étaient obstruées par des obstacles. Ouais. En général, comment est-ce qu'on fait pour, comment dirais-je, faire le distinguo entre des manifestants qui sont là pour protester contre la vie chère, qui se serrent la ceinture en fin de mois, qui sont plus ou moins assimilés à ce qu'on a connu avec le mouvement des Gilets jaunes en 2018, et des caisseurs qui sont là tout simplement pour casser, pour piller et pour fiche le bazar? Bien écoutez, c'est très simple. Les dispositifs, que ce soit des dispositifs police ou gendarmerie, sont quand même à proximité des adversaires ou du moins des manifestants. Manifestants, c'est ceux qui effectivement exercent leur droit de manifester, et c'est un droit prévu par la Constitution, je le rappelle. Donc on a tout mis en place pour qu'ils puissent manifester dans les meilleures conditions possibles. On a encadré, on a sécurisé les cortèges de façon à ce qu'ils soient fluides. Ensuite, on voit également par le comportement de certains qui ne sont pas venus pour exprimer un mécontentement quel qu'il soit ou pour exprimer des doléances. Ils sont venus pour casser, pour affronter les forces de l'ordre. Donc là, le distinguo entre le bon grain et l'ivré est très facile à faire, et il se fait très rapidement. Donc là, il y a deux mesures à prendre: une mesure d'accompagnement, d'information par rapport aux gens qui sont légitimés à manifester, et des mesures d'intervention très fermes par rapport à ceux qui sont venus pour casser. Une dernière question, mon général. À quel moment on se dit on peut lever le camp? À quel moment on se dit on lève le dispositif? Bien, tout d'abord, le dispositif est levé lorsqu'on estime que le calme est revenu de façon pérenne. C'est à l'autorité locale responsable de l'ordre public, je le rappelle, à Paris, le préfet de police, en province, les préfets de région, de zone, et également surtout les préfets de département, qui estiment que la situation est redevenue calme et qui donnent en quelque sorte la levée de service, la levée du service, qui libère les unités afin qu'elles puissent, dans un premier temps, se mettre en réserve pour pouvoir être engagées rapidement en cas de reprise d'activité de l'adversaire ou des manifestants, ou regagner leur cantonnement ou leur résidence de circonstance. Merci beaucoup, mon général. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1, général Richard. Je vous en prie, bonne soirée. Général de gendarmerie, spécialiste du maintien de l'ordre. Jérôme Fourquet, vous-même, comment est-ce que vous avez apprécié cette journée de blocage dans toute la France? 175 000 participants, 812 actions, 473 interpellations. Vous disiez dans le journal Le Figaro, la vie politique est une pièce de théâtre totalement décalée se jouant devant une salle vide. Moi, je veux bien, mais il y a eu aussi des gens qui sont venus aujourd'hui crier leur colère devant je reprends votre mot, devant ce vide justement politique. Alors ce vide pour ceux qui manifestaient, ce vide ou ce trop-plein, parce que ce qui a sans doute exaspéré pas mal de ces manifestants, c'est que le président de la République ait nommé un nouveau Premier ministre qui soit issu de ses rangs, et ce qui a fait ressentir colère et mépris chez beaucoup de ces électeurs, notamment ceux qui sont de gauche et qui étaient très surreprésentés dans ces cortèges, en disant que décidément le président ne tirait aucune leçon ni des votes qui avaient eu lieu dans tout le pays au moment des législatives, ni des votes qui avaient lieu à l'Assemblée avec deux censures Mais est-ce que c'était pas écrit d'avance?
Le fait que finalement ce nom de Sébastien Lecornu, il était là dans l'air du temps depuis quelques jours, et on s'était dit que il y avait deux solutions. C'était effectivement une dissolution ou donc une rupture totale, et puis la suite des événements mutatis mutandis avec un Premier ministre. Mais les gens qui étaient dans la rue aujourd'hui n'attendaient pas ou ne souhaitaient pas bien évidemment cette issue. Ils appellent à minima une dissolution, voire à la destitution du président de la République. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une colère qui existe dans le pays, ce désintérêt pour la pièce politique telle qu'elle se joue aujourd'hui s'accompagne aussi d'une colère dans certaines franges de la population qui s'est exprimée aujourd'hui. Alors, la mobilisation est quand même très en demi-teinte. 175 000 personnes, c'est pas rien. Sur 70 millions. Mais disons, sur 50 millions d'adultes. Oui, on enlève les enfants. C'est assez faible. Pour avoir une jauge, le premier samedi de Gilets jaunes, c'était 350 000 personnes. Donc c'est 2 fois moins, c'est pas rien, mais c'est pas... Parce que les gens sont lassés aussi, d'une certaine manière. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont expliquer, à mon avis, cette mobilisation en demi-teinte. D'abord, le choix de la date. Un mercredi, le choix du jour de la semaine. Les Gilets jaunes, c'était un samedi, ce qui vous permettait de manifester ou de défiler sans avoir à faire grève et à perdre une journée de salaire. Deuxième élément, le fait que et Jean-Luc Mélenchon l'avait pourtant bien analysé, au moment de la crise des Gilets jaunes, ce qui avait fait recette, si vous voulez, ce qui avait permis à la mayonnaise de prendre, c'est que les partis et les syndicats avaient été à la remorque, avaient été très écarté de ce mouvement-là. Et Jean-Luc Mélenchon dit au début de l'été, le moins bon service que nous pourrions rendre à ce mouvement-là, le fameux mouvement Bloquons tout, c'est de nous en mêler. Ce qu'il n'a pas pu s'empêcher de faire à la fin de l'été, ce qui a fait que on a vu comment ce mouvement s'était très fortement coloré à gauche, et ça a eu pour effet que beaucoup de gens qui sont soit de droite, soit sans sympathie partisane, ne se sont pas retrouvés là-dedans, en disant on va pas rouler pour la gauche, on veut pas être récupéré. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, rapidement, il faut voir aussi l'ampleur du dispositif policier. 80 000 policiers et gendarmes sur un effectif théorique maximal de 250 000 fonctionnaires de police et de gendarmerie en France. Donc on avait un tiers de la troupe, si je puis dire, qui était mobilisé. Donc de façon préventive, voilà, et donc du coup, ça a pu dissuader certaines personnes. Oui, et ce qui a pu aussi se produire, c'est que ces forces de l'ordre avaient intégré la leçon des Gilets jaunes, et donc les réactions étaient très rapides. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu les débuts des blocages, tout a été enlevé, ce qui a pu dissuader certains de rester et de prolonger le mouvement toute la journée. En tout cas, à l'heure qu'il est, Sébastien Lecornu est Premier ministre de la France. Il a promis une rupture. De quelle rupture s'agit-il? On en parle avec vous dans un instant, Jérôme Fourquet. À tout de suite sur Europe 1. Toujours avec Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP et auteur de Métamorphose française. C'est publié au Seuil l'année dernière. On va écouter les premiers mots du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu tout à l'heure lors de la passation des pouvoirs avec François Bayrou. C'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage. Le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens. Il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Et pour vous interroger, Jérôme Fourquet, Louis Osalter du Figaro et Antonin André du Journal du Dimanche. Oui, alors, on a entendu, le discours était très concis. Il y a ce mot de rupture sur lequel on pourra revenir qui quand même interroge, parce que est-ce que c'est rupture avec le macronisme? Auquel cas ce serait le plus fidèle du président qui serait chargé de faire cette rupture-là. Peut-être ce serait moins douloureux pour le président, c'est peut-être ce qu'il se dit. Mais le constat qu'il dresse me fait penser à votre titre sur le théâtre devant une salle vide. Il parle de double décalage entre la politique et la politique du réel et les gens, en disant on va y arriver, un peu comme si au fond l'urgence qu'il avait bien identifiée, c'était de reconnecter ou d'inclure ou d'emmener ou de parler aux gens et de sortir de ce jeu de théâtre de l'Assemblée pour parler à la politique du réel. Est-ce que, de ce point de vue-là, cette expression vous a aussi frappé, en ce sens qu'elle rejoint un peu votre diagnostic? Jérôme Fourquet. Oui, alors effectivement, on peut se dire que
compte tenu du parcours de Monsieur Lecornu, élu local, assez au fait des réalités de terrain, cette réalité-là ne lui avait pas échappé. Maintenant, c'est une chose de le proclamer, c'en est une autre d'arriver à résorber cette fracture qui est, à mon avis, là aussi à deux niveaux. Il y a des choses qui viennent de très très loin, que Emmanuel Macron avait lui aussi diagnostiqué dans son livre Révolution. Et c'était en partie pour ça qu'il avait justifié sa candidature en disant, en gros, je veux réparer la politique, le lien très dégradé entre les Français et le politique. Donc ça remonte à loin maintenant. Et puis, il y a un franchissement de seuil qui s'est opéré depuis la dissolution, depuis les départs de gouvernements successifs, qui fait que les Français regardent ça de manière un peu écœurée parfois. Beaucoup sont en colère, beaucoup n'en attendent plus grand chose. Et donc là, c'est compliqué quand on est le troisième Premier ministre en à peine un an, qu'on est à la tête d'un exécutif qui est hautement impopulaire, d'arriver à recréer cette connexion avec les Français. Louis Alter. Sébastien Lecornu, il y a un paradoxe, c'est qu'il est ministre depuis 8 ans, ministre des Armées, poste exposé depuis 3 ans, et pourtant on ne le connaît pas. En tout cas, vous confirmerez sans doute qu'il n'a pas une très grande notoriété auprès de l'opinion publique. Est-ce que pour vous c'est une force? Est-ce que dans effectivement la grande dégradation du lien entre les Français et la politique qu'on constate depuis ces dernières années, est-ce que le fait que Lecornu, l'inconnu, quelqu'un de vierge politiquement, est-ce que cette virginité quelque part, ou en tout cas apparente, peut être une force dans le contexte actuel? Alors écoutez, j'ai regardé les résultats de notre dernier baromètre IFOP pour Paris Match qui date de juillet dernier, la dernière vague qu'on ait faite avant les vacances. On avait 13% des Français qui déclaraient ne pas connaître Monsieur Lecornu, parce que ça fait déjà un moment qu'il est dans le paysage, dans le théâtre, si je puis dire. Il est aussi assez proche ou très proche du président de la République, et donc il a eu à prendre des positions, notamment dans des moments difficiles, au moment des élections et autres. Puis le grand débat, il était l'organisateur du grand débat. Il était là également. Et puis encore une fois, reprenons le fil de l'histoire depuis la dissolution. On a brodé un narratif au moment de l'arrivée de Monsieur Barnier en disant après le jeunisme de Gabriel Attal, ça va être l'expérience, quelqu'un qui a été blanchi sous le harnais, etc., etc. On a vu comment ça s'est terminé. Après, on a eu François Bayrou. On a dit voilà, là, il s'est un peu autonomé. Il a une très forte, très grande habitude de la dialectique parlementaire. Il avait aussi envoyé des signaux au Rassemblement national sur la banque de la démocratie. Il avait aussi indiqué que si Marine Le Pen n'avait pas ses signatures pour se présenter en 2022, le MoDem pourrait, à titre de geste républicain, lui en fournir. Et tout ça n'a pas empêché le Rassemblement national de le sanctionner. Il y a 3 jours maintenant. Donc tout ça pour dire que, à mon avis, il faut pas qu'on s'attarde trop, je pense, sur le casting. Il y a des rapports de force qui sont installés. Ces rapports de force vont jouer de plus en plus au fur et à mesure qu'on va s'approcher des échéances électorales. On a des municipales en mars. Et donc, là, ce qui doit se jouer, c'est, avec la nomination de Lecornu, l'arrimage de la droite au bloc central est, à mon avis, assuré. Ce qui doit se jouer, c'est la non-censure à gauche. Des socialistes. Et la non-censure des socialistes, elle va coûter très cher, parce que, il y a quand même une petite question d'orgueil. Certains s'y sont vus déjà à Matignon. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il va falloir payer l'addition. Et puis, eux aussi vont se dire, ces socialistes, nous avons des élections à remporter dans les mois qui viennent. Vous avez vu comment, sur les plateaux télé, les passes d'armes ont été extrêmement virulentes entre LFistes et socialistes, quand il était encore dans l'hypothèse que peut-être un socialiste puisse être appelé à Matignon. Et donc, si d'aventure les socialistes sont associés de près ou de loin à la gestion gouvernementale, le procès qui leur sera intenté sera très véhément de la part des autres composantes de la gauche. Ça a un nom qui est vieux comme l'histoire de la gauche, ça s'appelle un social traître. Et donc c'est ça qu'ils vont absolument essayer
d'éviter comme critique. En tout